je vais immédiatement laisser la parole à Barbara Lefebvre, qui va donc nous entretenir de ce qu'elle avait appelé l'enseignement du fait religieux est-il une sorte d'arlésienne de l'éducation nationale. Barbara. Oui, après le triangle des Bermudes, l'arlésienne, c'est la perdition. Alors, j'ouvre les guillemets. Suite aux attentats qui ont ensanglanté Paris début janvier, la question de savoir comment pouvait être mieux enseigné le fait religieux a été reposée. Sans en faire une discipline à part entière, celui-ci doit être repensé et mieux articulé avec l'enseignement de la laïcité. C'était le chapeau d'un article d'un grand quotidien français le 26 janvier 2015. C'était déjà à la suite des attentats du 11 septembre que Jack Lang avait confié à Régis Debray la rédaction du fameux rapport de 2002 qui allait donc évoquer la question de l'enseignement du fait religieux. Et donc, ça m'évoque déjà deux interrogations critiques. Des attentats, l'enseignement du fait religieux. Quel est le rapport? Deuxièmement, pourquoi articuler enseignement du fait religieux et enseignement de la laïcité? D'ailleurs, l'un comme l'autre doivent-ils vraiment être l'objet d'un enseignement scolaire, si tant est évidemment qu'on distingue ce qu'est un enseignement scolaire, c'est-à-dire est-ce une transmission des savoirs ou bien est-ce une inculcation de préceptes dogmatiques et idéologiques. Je vois en fait résumer toute l'ambiguïté dans ce chapeau de ce grand quotidien, toute l'ambiguïté de cet enseignement du fait religieux. Donc évidemment, si je parle ce soir, je parle en tant qu'enseignante d'histoire-géographie, une discipline maltraitée par l'éducation nationale depuis des décennies, d'ailleurs depuis effectivement Valéry Giscard d'Estaing en grande partie, c'est sa fête ce soir, mais c'est vrai, alors que l'histoire-géographie, en particulier l'histoire, fait l'objet d'une véritable passion des Français. Pour autant, elle a été lentement, patiemment détruite à l'école. C'est une discipline scolaire qui est devenue l'objet d'instrumentalisation politico-idéologique sous couvert des mots valises du pédagogisme et du verbiage didactique dont se repaissent en permanence nos inspecteurs. Le fait religieux me semble être justement une de ces formules à la mode dont l'éducation nationale s'entiche pour avoir l'air d'être de son temps, car l'école veut toujours être de son temps, elle veut même courir après la modernité. Cette obsession institutionnelle du présentisme et de la modernité, alors aujourd'hui on appelle ça l'innovation, parce que l'école doit être l'école de l'innovation, notamment l'école du numérique, très important, explique la place accrue dans l'école de ces sujets d'actualité qui favorisent à mes yeux tous les anachronismes. Parler de faits religieux, aujourd'hui tel que c'est fait à l'éducation nationale, ou tel que c'est pensé à l'éducation nationale, c'est rester ancré dans le présent d'une factualité de la pratique religieuse, une forme de fixité hors du temps, hors de toute perspective dévolue, à mes yeux, à deux disciplines essentielles sur ce sujet, l'histoire d'une part et la philosophie d'autre part. Or, ces deux disciplines, ont depuis 40 ans été progressivement disqualifiées au profit d'un concept, d'une lubie de l'éducation nationale, l'interdisciplinarité. L'histoire et la géographie, l'histoire et la philosophie en particulier, contextualisent les savoirs. Elles s'efforcent de penser les faits dans leur mobilité, dans leur imprévisibilité. Et l'histoire et la philosophie sont donc absolument incompatibles avec la fixité des préceptes idéologiques qui sont actuellement au cœur des programmes scolaires et dont le fait religieux, l'enseignement du fait religieux est un exemple. Les faits historiques sont largement des reconstructions du présent qui doivent être réinterrogées sans jamais conclure. Gustave Flaubert nous disait « L'histoire romaine, il faut la réécrire tous les 25 ans ». L'enseignement du fait religieux, c'est autre chose. On reste plutôt dans une histoire hégélienne qui a un but, qui a un projet, le projet religieux justement. Et aujourd'hui, ce projet, c'est le vivre ensemble dont nous parlions, ce vivre ensemble diversitaire dont les programmes d'histoire témoignent. Alors je voudrais poser ici 3 questions qui éclairent selon moi cette mode du fait religieux à l'éducation nationale. Que révèle d'abord l'intérêt des pédagogistes pour le fait religieux depuis 20 ans ? Ensuite, pourquoi le fait religieux est-il emmêlé même à cet enseignement de la laïcité et en quoi est-ce que la laïcité peut-elle être objet d'enseignement? Et enfin, quel est le fait social et culturel qui a créé cette mode du fait religieux et qu'on n'aime pas nommer? Et pour quel résultat finalement au bout de 20 ans? Parce que ça fait 20 ans qu'on nous parle de l'enseignement du fait religieux pour contrer des dangers. Pour quel résultat?
Alors d'abord, la première question, que révèle l'intérêt des pédagogistes pour l'enseignement du fait religieux depuis 20 ans? L'enseignement du fait religieux dans les classes, c'est-à-dire, je vous parle ici de réalité de terrain, pas forcément celle que j'ai vécue, mais ce dont j'ai pu être le témoin ou ce que des collègues m'ont fait remonter, puisque, comme vous l'avez évoqué, j'ai contribué à l'ouvrage des territoires perdus de la République, ce qui a fait qu'un certain nombre de collègues nous ont relaté leurs propres expériences. Eh bien, en réalité, c'est surtout l'occasion de débats du niveau café du commerce, des bavardages sous l'arbitrage, toujours bienveillant déjà, de l'enseignant, ou éventuellement d'un animateur extérieur, parce que c'est toujours important éventuellement de faire venir une association dont on ne connaît pas très bien les accointances pour venir parler de religion dans l'école. Et dans ces bavardages, les élèves sont invités à exprimer leur représentation subjective sur la religion. Et c'est un fait que j'ai moi-même observé, pour la majorité des élèves aujourd'hui, ces représentations sont absolument indiscutables, car elles relèvent du sacré, ou à tout le moins de convictions personnelles, familiales, qui ne doivent pas faire l'objet de critiques, parce que toute critique de la religion est équivalent à l'intolérance, un déni de la liberté d'expression, voire même, dans certains cas, du racisme. Et même les élèves qui n'ont pas d'affiliation religieuse sont devenus eux-mêmes réticents à la critique des dogmes religieux. Vous le voyez, l'autocensure se porte très bien dans nos classes, à l'image d'ailleurs de l'éducation nationale. Dans les faits, donc, sur le terrain, on n'enseigne pas le fait religieux. On discute des représentations religieuses de chacun, pour finir, évidemment, dans une communion générale, j'emploie à dessein ce terme, qui pourrait se résumer ainsi: toutes les religions prônent l'amour du prochain, et la violence, c'est quelque chose d'absolument horrible. Alors, je crois savoir que cette bien-pensance n'a guère porté ses fruits en termes de rempart, d'une part contre la déculturation de nos élèves, et d'autre part contre la réceptivité à l'endoctrinement. La dernière enquête sérieuse sur ce sujet de Muxel et Galland est venue montrer, au contraire, l'ampleur de la radicalité religieuse et politique dans la jeunesse. Du moins une partie de la jeunesse. L'enseignement du fait religieux n'a jamais fait l'objet d'une mise en œuvre institutionnelle globale et digne de ce nom, et je vous invite à consulter toutes les ressources proposées par l'Éducation nationale. C'est d'une vacuité évidente, elles sont en ligne. Cela reste donc un mot valise, un prétexte à causerie. Le fait religieux est un sujet transversal, sans enseignement spécifique, sans enseignant spécifique, sans réelle validité académique non plus, et il s'insère donc parfaitement dans la pédagogie de projet, dans l'interdisciplinarité, qui sont les deux outils de destruction de l'enseignement explicite de nos savoirs disciplinaires. Et nous les subissons, la pédagogie de projet et l'interdisciplinarité, nous les subissons depuis 40 ans, mais accélérés depuis une vingtaine d'années. Voilà pourquoi l'enseignement du fait religieux plaît tant aux pédagogistes, ces grands libérateurs de l'enfant auto-apprenant. À force d'avoir libéré les élèves des savoirs encyclopédiques, qui étaient discriminants et élitistes, eh bien, nous les avons emprisonnés dans leurs représentations et leurs préjugés. On entendait dire dans les années 90 que l'on n'enseignait plus l'histoire des religions et que l'enseignement du fait religieux allait pallier ce manque. Et on a entendu de nouveau cette rengaine lors des débats sur les nouveaux programmes en 2015 avec Madame Najat Vallaud-Belkacem. Et l'Éducation nationale a laissé diffuser de tels mensonges. L'histoire des religions ne se fait plus à l'école, on ne parle plus du tout de l'histoire des religions à l'école. C'est complètement faux. Mais le but était bien toujours de disqualifier l'enseignement de l'histoire. L'histoire des religions a toujours été incluse dans les programmes, puisque la dimension religieuse est inscrite en soi dans l'histoire de notre civilisation. Comment est-ce qu'on peut enseigner l'histoire de l'Occident sans parler du judaïsme, du christianisme, voire de l'islam, dans son rapport de conflictualité Orient-Occident? Comment enseigner l'histoire des monarchies européennes, sans parler de la monarchie française, sans évoquer le pouvoir de l'Église, sans évoquer le christianisme? Donc cette histoire politique et religieuse occidentale, elle a existé. Elle a été très présente dans nos programmes, et d'ailleurs, Jean-Pierre Sakoun l'a évoqué dans son introduction. Mais elle a été progressivement réduite à la portion congrue au fil des réformes des programmes depuis les années 70. Sans repérage chronologique clair, sans continuité civilisationnelle, sans enracinement dans la réalité patrimoniale française. C'est bien là l'histoire que les pédagogistes postmodernes ont promue. Et c'est là-dedans, évidemment, que le fait religieux ne peut que se sentir comme un poisson dans l'eau. Toute cette idéologie politique au cœur de l'école me semble continuer de nous éloigner d'une école des savoirs.
On noie les enseignements dans des vagues d'activités, des projets, des débats. On perd du temps, on perd des occasions à transmettre des connaissances solides en histoire, en philosophie, en littérature, en sciences, qui peuvent seules fonder les bases d'un esprit critique. L'objectif civique et l'objectif utilitaire ont bien pris le pas sur l'objectif culturel de l'école. Et je citerai ici Péguy, ce défenseur de cette âme républicaine de l'école publique, qui écrivait en 1913 « Tout ceci est déblayé, et m'adressant aux instituteurs eux-mêmes, et non plus à leurs programmes qu'ils subissent, et non plus aux conditions que l'État leur a faites, je me permettrai de leur dire « Pourquoi voulez-vous exercer un gouvernement des esprits ? Et, comme tous les autres, pourquoi voulez-vous exercer un gouvernement temporel des esprits ? Pourquoi voulez-vous avoir une politique et l'imposer ? Pourquoi voulez-vous avoir une métaphysique et l'imposer ? Pourquoi voulez-vous avoir un système quelconque et l'imposer ? Vous êtes faits pour apprendre à lire, à écrire et à compter. Apprenez-leur donc à lire, à écrire et à compter. Ce n'est pas seulement très utile, ce n'est pas seulement très honorable, c'est la base de tout. » Mais aujourd'hui, on apprend à débattre et à discuter en classe. On n'apprend plus à lire, à écrire et à compter. Pourquoi le fait religieux maintenant est-il constamment mêlé à un enseignement de la laïcité, mais aussi en quoi la laïcité peut-elle être objet d'enseignement ? Alors en novembre 2014, un rapport sénatorial portait sur la lutte contre les discriminations. Vous allez me dire quel rapport ? Eh bien si, il avait préconisé de faire du fait religieux une matière d'enseignement à part entière. C'est d'ailleurs un des rêves de Jean Bobéro qui voudrait un CAPES et une agrégation spécifique. C'est dire. Les rédacteurs donc, de ce rapport sénatorial, Jean-René Le Cerf, UMP, et Esther Benbassa, Les Verts, ont dû supprimer finalement cette proposition qui ne faisait pas l'unanimité. Alors l'enseignement du fait religieux pour lutter hier contre les discriminations, aujourd'hui pour lutter contre le terrorisme islamique, demain peut-être pour lutter contre le sexisme dans le métro ou pour aider au combat contre la souffrance animale, je ne sais pas. En tout cas, le fait religieux a l'air de servir à tout. Si vous consultez la documentation fournie par l'Éducation nationale, vous verrez que le fait religieux est inséré dans un enseignement qui est tout aussi vague et transversal que celui de la laïcité. Cette transversalité encourage toujours cette interdisciplinarité. On bricole des petits projets sur la laïcité, petits projets sur le fait religieux. On fait une exposition de dessins d'élèves, ou mieux encore une animation vidéo, parce que là on est vraiment dans l'école du numérique, donc là on va avoir du succès avec son inspecteur. Et évidemment, dans ces travaux d'élèves, toutes les religions sont pacifiques et la laïcité se trouve en général résumée à une tolérance à l'égard de la diversité humaine. J'ai ici le cahier des charges que j'ai téléchargé, que j'ai imprimé, on m'a fait dépenser de l'encre. J'ai ici le cahier des charges des équipes académiques laïcité et faits religieux. C'était bien écrit laïcité et faits religieux. 25 pages où pas une fois il n'est question de faits religieux. Ni définition, ni exemple, ni situation conflictuelle avec le cadre laïque. Rien. Pas une fois le mot fait religieux n'est présent dans cette brochure qui s'intitule pourtant comme cela. 25 pages qui déclinent timidement le principe de laïcité en prenant garde de ne jamais nommer les vérités qui fâchent, bien sûr. 25 pages pour expliquer comment signaler administrativement une atteinte à la laïcité sans aucune précision sur les situations concrètes. Et quand on sait en outre que les référents laïcité au niveau académique ont des définitions à géométrie variable de la laïcité, on voit bien que tout cela relève au mieux du malentendu, au pire de la mascarade pour continuer à mettre la poussière sous le tapis. La laïcité, pour moi, ne peut pas être un objet d'enseignement en soi à l'école. Elle s'incarne au quotidien à travers le comportement et la vigilance de chacun des adultes de la communauté éducative. Du surveillant jusqu'à l'AVS, en passant évidemment par l'enseignant, par le chef d'établissement, par le CPE. Ce sont donc d'abord les adultes de cette communauté éducative que l'on devrait former à l'histoire de la laïcité et à l'histoire du droit laïque en particulier. Et là, et je laisserai à ma collègue le soin de le dire, il faut aller voir ce qu'on trouve dans les SP, où la vision Bobéro-Bianco domine largement. À mes yeux, la laïcité n'est pas une valeur, et en tout cas, l'invoquer comme telle et comme un mantra n'a aucun effet politique pérenne. C'est une pratique sociale fondée sur un socle juridique. Et cette pratique et ce droit ont des racines historiques et philosophiques, d'ailleurs dans lesquelles la part de la religion n'est pas complètement étrangère. En tant qu'enseignante, j'ai toujours fait
un cours de 2 heures au moins sur l'histoire de la laïcité à toutes mes classes, et je n'ai pas attendu que les programmes scolaires me demandent de le faire. Mes élèves ont toujours compris que c'était un cours d'histoire. Je n'ai pas eu besoin d'inventer un cours du fait religieux ou un cours de l'enseignement de la laïcité. C'était un cours d'histoire dans lequel je n'ai jamais eu aucune récrimination ni revendication, parce que j'expliquais l'histoire de la loi de 1905, l'histoire de la laïcité. Son contexte historique, de sa naissance qui remonte très loin dans l'histoire occidentale et qui puise justement dans des racines judéo-chrétiennes, puis son ancrage républicain en France, les raisons de son renforcement législatif au cours des 15 dernières années en France. Les élèves perçoivent, à ce moment-là, qu'il n'y a rien à négocier, car ils ont compris l'enracinement tant culturel que politique du principe de laïcité, et ils comprennent que la laïcité est un principe juridique, et que ce n'est pas une valeur, hein, comme le général de Gaulle disait, l'Europe, 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 la laïcité, la laïcité, la laïcité, on peut toujours en parler. Si on ne l'incarne pas et qu'on n'explique pas le socle juridique et historique, ça ne sert à rien. Alors, quel est maintenant le fait social et culturel qui a créé, par effet collatéral, cette mode du fait religieux à l'éducation nationale et pour quels résultats? Le fait religieux comme concept a fait irruption à l'éducation nationale avec le rapport Debré de 2002 et a été porté par avec une conviction assez singulière par le doyen de l'inspection générale d'histoire géo à l'époque qui s'appelait Dominique Borne et qui en est resté le véritable maître d'œuvre. De 2005 à 2013, il a été le principal animateur de l'Institut européen en sciences des religions. Vous m'excuserez, mais pour moi, le terme de sciences des religions est aussi nébuleux que le terme sciences de l'éducation. J'ai un petit peu l'impression toujours d'entendre M. Homais, l'apothicaire de Mme Bovary. Bon, enfin, les sciences des religions. Bon. Mais avant le rapport Debré de 2002, le fait religieux était apparu sans que le terme précis ne soit utilisé dans le rapport donc, du recteur Philippe Joutard qui a été évoqué tout à l'heure en 1991, qui soulignait donc les retards de l'éducation nationale concernant l'histoire des religions. Il parlait, Philippe Joutard, de l'histoire des religions, il ne parlait pas de fait religieux. Tout ça s'inscrivait dans un contexte très particulier, à savoir le contexte d'un retour du religieux en Europe dans les années 90, qui a laissé sans voix la plupart des intellectuels et des politiques français de l'époque. Parce que ce qui se passait en Iran, en Afghanistan et en Algérie relevait d'un mal exotique qui ne nous concernait pas du tout. Alors, beaucoup de ces intellectuels et de ces politiques français ont, après 2015, retrouvé l'usage de la parole, et en usent d'ailleurs beaucoup pour nous faire croire qu'ils avaient tout compris avant tout le monde. Alors pour moi, qui ai un petit peu usé de la voix avec Georges Bensoussan ou Pierre-André Taguieff depuis bientôt 20 ans, les résistants de la 25e heure me font légèrement sourire. Enfin, ils pétitionnent à tout va, donc c'est que, heureusement, maintenant, ils ont compris le problème. Avant le surgissement donc, de l'islam politique, l'institution scolaire était bien indifférente à l'inculture des nouvelles générations, incapable de comprendre la peinture occidentale ou sa littérature nourrie de références judéo-chrétiennes. Ça n'intéressait pas beaucoup l'éducation nationale de s'occuper de cette déculturation-là de nos élèves. Sécularisation et déracinement religieux avaient servi un certain discours progressiste de l'homme sans racines, né de cette illusion de la fin de l'histoire. L'engouement pour l'insertion d'un enseignement du fait religieux à l'école n'est donc pas le fruit d'un besoin de reprendre racine dans un terreau culturel hérité du passé occidental pour remédier à la déculturation générale. La mode du fait religieux à l'école est née avec le tournant de l'année 1989 et l'affaire du hijab dans le collège de Creil. C'est donc l'islam, la question de l'islam, qui a, en quelque sorte, fait surgir cette mode. L'affaire du voile à Creil démontrait les fractures culturelles qui étaient à l'œuvre en France et qui allaient s'aggraver. Mais 1989, il faut aussi le rappeler, c'est l'année de la fatwa contre Salman Rushdie, qui démontrait, pour qui voulait le voir, la dimension universaliste et hégémonique de l'islam politique qui lançait sa chasse à l'homme au-delà des frontières du monde musulman, car c'est bien connu, l'Oumma n'a pas de frontières politiques. Son territoire de chasse favori allait devenir le ventre mou de l'Occident, l'Union européenne, et la France laïque serait sa plus belle prise, son plus beau combat et sa plus grandiose victoire. Et de ce point de vue, le massacre de Charlie Hebdo aura été notre 11 septembre. Si l'on veut bien voir la réalité et avoir le courage, comme l'écrivait Peggy, de voir et dire ce que l'on voit, l'islam politique a gagné la bataille idéologique et sociologique. En 30 ans de travail de terrain aussi patient qu'ostentatoire, il a imposé ses codes vestimentaires et alimentaires, ses codes comportementaux et verbaux, il a perturbé les enseignements, le climat scolaire de très nombreuses écoles, il a insufflé une ambiance de pré-guerre civile dans certains quartiers
où ne restent plus que quelques agents de l'État, dont les enseignants, pour essayer de résister à cette idéologie de conquête. Et c'est bien l'irruption donc de l'islam politique dans le paysage social français qui a conduit certains intellectuels crédules, c'est mon opinion, à lancer ce contre-feu, l'enseignement du fait religieux. Parce que pour ne pas avoir l'air de stigmatiser l'islam, on a utilisé un mot valise, le fait religieux, au nom d'une lutte contre les communautarismes, et on a mis dans le même sac le judaïsme et le christianisme, qui honnêtement n'avaient pas demandé grand-chose. 1989, c'est le refus devant l'obstacle de l'éducation nationale, le refus du ministre Jospin, mais de tous ses successeurs, qui inaugura plus d'une décennie d'abandon politique et de recul idéologique sur la loi et sur la pratique laïque à l'école publique. Et 2004 n'a pas tout résolu, loin de là. La question des collaborateurs bénévoles du service public est quelque chose d'absolument fondamental et il va falloir absolument contraindre, d'une façon ou d'une autre, le ministre à s'exprimer de façon juridique sur cette question. On a donc inventé le fait religieux parce qu'on a pensé que tout irait mieux si on leur parlait de leur religion. Et vous savez, on nous a fait aussi un petit peu le même coup sur l'histoire de la Shoah. On n'arrivait pas à enseigner la Shoah parce qu'on ne leur parlait pas assez de la colonisation, ou bien parce qu'on ne leur parlait pas assez de l'esclavage. Donc, vous voyez que toute cette façon de concevoir les choses pose un certain nombre de problèmes. En janvier 2016, la ministre Najat Vallaud-Belkacem disait que l'approche pédagogique et distanciée du fait religieux pouvait offrir une réponse au repli identitaire, au relativisme ambiant d'une société en perte de repères. Donc quand une société est en perte de repères et dans une société de déculturation, on lui propose l'enseignement du fait religieux. On ne lui propose pas l'enseignement de son histoire, de sa philosophie et surtout de sa littérature. Bernanos écrivait en février 1947 un texte intitulé sous une forme interrogative « Dans un monde malade où triomphe l'homme robot, la France donnera-t-elle le signal de l'insurrection de l'esprit ?» C'est vrai que quand j'ai entendu le président Macron au Bernardin, je me suis dit que cette insurrection de l'esprit, nous n'y sommes toujours pas. Et je voudrais terminer en lisant justement un extrait d'un texte qu'il a écrit en septembre 1945, alors qu'il venait de rentrer en France après 8 ans d'exil. Alors vous allez peut-être croire que je ne suis pas vraiment dans le sujet de nos échanges de ce soir, mais moi je crois au contraire y être tout à fait, même si peut-être certains d'entre vous n'allez pas le comprendre, mais je pense que vous sentirez pourquoi ça a un rapport avec tout ce qui s'est dit ce soir. Les jeunes Français ne voient plus la France, je veux dire qu'ils n'en distinguent plus les traits. La caricature qu'en ont faite les partis pour les abjectes nécessités de leur propagande recouvre son vrai visage ainsi qu'un masque de carnaval. Et si les jeunes Français oubliaient un moment, par miracle, cette caricature partisane, notre propagande officielle pleine de bonnes intentions y substituerait aussitôt un portrait sérieux à l'usage des imaginations réalistes, cartésiennes, maurassiennes et polytechniques, aussi agréables et suggestifs hélas qu'un tableau noir. Les jeunes Français ne discernent peut-être pas très bien ce qui leur manque, mais ils savent qu'il leur manque quelque chose. Les jeunes Français croiront partir à la recherche de ceci ou de cela, mais ils iront sans le savoir à la recherche d'une image perdue de la patrie. Je vous remercie. Merci beaucoup Barbara pour ce voyage à travers l'enseignement de l'histoire en particulier et la dévastation que représente au quotidien la transmission des savoirs dans notre école, dans nos collèges.